Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Avant tout, bien sûr, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une nouvelle année que nous commençons dans cette émission avec un thème fort qui devrait assurément marquer les esprits et notre quotidien les prochains mois, les prochaines années, la sobriété. Pas la nécessaire sobriété post-fête de fin d'année, mais la sobriété dans nos modes de vie, dans nos consommations. Sobriété, bien sûr, en faveur de l'environnement et des ressources naturelles, mais également en faveur de nous-mêmes. À savoir tout simplement toujours plus d'échanges, plus d'humanisme dans nos relations. Une thématique que nous allons aborder avec nos deux invités. Christophe Aubertin, bonjour. Vous Bonjour. êtes architecte au cabinet Studio Lada à Nancy. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Laurent Grand-Girard, bonjour. Bonjour. Cofondateur du laboratoire La Vigotte Lab au Girmont-Val d'Ajol. Et vous exploitez l'hôtel-restaurant depuis 2018. Tout à fait. Au Girmont-Val d'Ajol, l'hôtel-restaurant de La Vigotte avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est la raison d'être de votre présence aujourd'hui. Avant tout, meilleurs vœux à tous les deux. Meilleurs vœux à Mer- vous également. Merci de nous Bonne avoir année. rejoints pour cette émission sur la sobriété. Alors sobriété, j'avoue, qui a été inspiré par votre projet, Christophe Aubertin, à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. On va tout de suite voir tout simplement des photos, puisque vous êtes architecte et vous avez, j'allais dire, comme ligne de conduite désormais, cette problématique de la sobriété, de la frugalité heureuse. Exactement. C'est-à-dire, quel est l'état d'esprit? Racontez-nous. Alors, ouais, nous, on parle plutôt de frugalité, en effet. On a un mouvement avec d'autres confrères, architectes, ingénieurs, qui s'appelle la frugalité heureuse et créative. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir dans notre manière de construire, d'aménager le territoire, parce qu'on parle d'architecture, de construction, mais aussi d'urbanisme, de paysage, de design, et d'aller vers des valeurs et un mode de production qui défend ça. Donc ça se développe sur 4 axes. La frugalité en énergie, bien sûr, que tout le monde connaît. Moins d'énergie pour construire et pour faire fonctionner un bâtiment. Frugalité aussi en matériaux, bien sûr, avoir des matériaux naturels, des matériaux biosourcés, géosourcés, des matériaux locaux. Aussi frugalité en sol, et ça va être un grand sujet des années à venir. On va se les développer après, hein. Ouais, ok. Mais allez-y, les sols. Les sols. Donc c'est utiliser de manière plus consciencieuse les sols et moins artificialiser, peut-être aller rapidement vers une zéro artificialisation des sols et faire plus de réhabilitation et reconstruire la ville sur elle-même. Et ensuite une frugalité en technique, en technologie, pour aller vers des choses plus simples de fonctionnement, moins énergivores et une simplicité de fonctionnement. On a vu donc cet exemple d'une maison particulière à Ban-sur-Meurthe-Clefcy qui vient de sortir de terre et vous l'appelez la Grange? Vous l'avez appelé la Grange? La grange à habiter, ouais. La Grange à habiter. Ouais, voilà. Parce que ce projet, c'est à l'initiative des clients. Il y a un couple qui était venu me voir et qui avait tout de suite cette petite image d'une petite grange toute simple en se disant on veut une maison de bois. Et donc on a axé tout le travail de conception là-dessus, sur faire une maison avec cette approche locale et aussi une certaine économie de dessin, de construction. Donc là, on voit à l'image, par exemple, des fondations sur des blocs de granit. Et, On va les voir dans un instant. voilà. Et aussi sur une structure totalement en bois. Là, on a vraiment axé sur des filières locales sur cette maison. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de petits fournisseurs locaux. Peut-être un peu comme dans la restauration, donc qui ont fourni les planches de bardage, les bottes de paille, les blocs de granit, les planches de chêne pour l'intérieur, les PCA pour les meubles de cuisine. Ce qu'on voit en photo, ce sont les planchers, c'est le plancher ou ce sont les murs? Les Alors deux. ça, ce sont les caissons de plancher, de murs et de toiture. C'est le Ok. même système constructif. Plancher, mur,
toiture. Exactement. Des caissons de bois avec de la paille à l'intérieur. Voilà, des caissons de bois, donc en bois massif, épaisseur 36 cm comme la botte de paille, et on Ouais. construit nos murs de cette manière. Et une des grandes innovations donc, qu'on a menées avec les charpentiers de Il était un arbre, c'est qu'on n'a pas de panneaux industriels, on n'a pas de panneaux OSB. Les murs sont tenus par des planches en diagonale qui viennent contreventer les façades. Donc on arrive à faire un bâtiment bois avec aucun produit industriel voilà, ou de filière commerciale comme on connaît d'habitude, mais là que des filières courtes et du bois tout simplement taillé dans un tronc d'arbre, de la planche, de la poutre, du poteau. On va revenir en détail sur ce projet et d'autres projets éventuellement autour de cette sobriété en matière d'architecture. Laurent Grand-Girard, effectivement, j'ai recherché du monde pour évoquer cette thématique de la sobriété. Ben voilà, j'ai pensé à vous. La Vigotte Lab au Girmont Val d'Ajol, dont on va voir tout de suite quelques images du site. Alors, c'est initialement un hôtel-restaurant que vous avez repris donc en 2018 et puis assez rapidement avec Antoine Daval, donc le propriétaire des lieux ou copropriétaire parce qu'ils sont plusieurs, s'est engagé. Vous vous êtes engagé dans une démarche vraiment très vaste avec, bah voilà, en filigrane, ce mot éco-responsabilité et sobriété, tous azimuts, hein, dans la consommation, vous, de votre activité pour l'hôtellerie-restauration, et puis dans la consommation d'espace, dans les chantiers participatifs, etc. On est vraiment dans une démarche nouvelle. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai repris l'établissement en 2018, j'ai mis tout de suite l'axe sur cette éco-responsabilité, écotourisme, parce que quand on voit le site, on ne pouvait imaginer que ça, Ouais. euh, que d'être dans une démarche. Je répète, on est sur les hauteurs du Girmont-Val d'Ajol. Tout à fait, à 8 km de Remiremont, hein, mais voilà, c'est un petit hameau. Il y a une dizaine d'habitations, donc où c'est des familles qui sont logées. L'établissement de la Vigotte, dont je suis le propriétaire, est, Gérant. est gérant Et gérant. depuis 2018, où on accueille environ 12 000 touristes par an. Et on a aussi un centre, une autre ferme, un autre corps de ferme qui était un ancien centre équestre et qui lui va être transformé en centre de recherche. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment un petit hameau où on a une activité touristique et ainsi que des habitations qui sont là à l'année. Quelle a été la genèse de ce projet? Alors certes, il y a l'activité écotourisme, comme vous dites, mais voilà, avec Antoine Daval, vous vous êtes tous les deux dit, bah, il faut aller sur autre chose, il faut travailler différemment, il faut changer nos habitudes. Vous, en tant que hôtelier restaurateur, comment tout cela fait sens aujourd'hui dans votre quotidien? Eh bien, nous, déjà, on a privilégié la filière courte pour nos approvisionnements, Ouais, avec une politique de zéro déchet sur nos approvisionnements. Donc, en fait, tous mes fournisseurs nous livrent en vrac dans des caisses d'accord. et reprennent leur caisse de la livraison de la semaine d'avant. Donc, en fait, on n'a pas d'emballage carton. Enfin, voilà, on a enlevé tous les emballages. Donc, on reçoit vraiment que du vrac et avec nos fournisseurs qui sont à 30 km à la ronde. Mhm. On a vraiment, que ça soit le fromage de la ferme du Haut-Salmon, les agneaux du Girmont. On a deux beaux éleveurs au Girmont avec la ferme Ballandier et puis Mademoiselle Aubel qui est deux éleveurs d'agneaux sur le Girmont. Donc nos cochons, c'est des cochons comtois. Enfin voilà, on a vraiment une filière courte sur tous nos produits. 90% de nos produits sont vraiment à moins de 30 km. Ça veut dire en tant que restaurateur, forcément, enfin je dis forcément, je sais pas, vous allez me répondre, est-ce que ça veut dire une carte restreinte et Ah, tout à fait. une proposition Moi, restreinte? ça fait plus de 15 ans que je travaille avec une carte restreinte. D'accord. Moi, je suis cuisinier de formation. Je suis toujours cuisinier. Mais un cuisinier doit travailler avec les produits de saison avant tout. Donc, on suit les saisons. Quand mon maraîcher me propose de la courgette, eh ben, on travaille la courgette quand c'est la pleine saison. Certes. On va pas avoir des courgettes sur notre menu au mois de février, enfin c'est pas possible. Donc voilà, on a vraiment une démarche. C'est les saisons qui dictent notre cuisine. Hein. J'ai envie de dire, ça paraît le Oui. B.A.-ba, mais Je c'est sais loin bien. d'être le cas. C'est loin d'être C'est le de- cas. Mais de la même façon, par rapport aux déchets et alors déchets,
non, c'est pas le terme, à la réutilisation au maximum des matériaux qui vous servent à faire la cuisine. On en a parlé récemment dans une émission sur ce plateau. Vous êtes aussi dans cette démarche, réutilisation des eaux de cuisson, épluchures, etc. Tout est, tout Zéro est déchet. ouais, tout est transformé. Enfin voilà, quand on travaille par exemple une tarte aux pommes, nos épluchures de pommes, on a des machines maintenant qui nous permettent de faire un sorbet pomme. Ouais. Donc voilà, on utilise vraiment tout. Les produits sont traités de telle sorte à ce qu'il y ait vraiment zéro déchet. On sort de la cuisine, qu'est-ce qui se passe autour de votre restaurant, hôtel-restaurant de la Vigotte, ce fameux La Vigotte Lab? Qu'est-ce que vous proposez sur le territoire autour? Alors, déjà, l'une des premières choses qui a été mise en place, c'est la filtration des eaux usées. Mhm. Donc, en fait, tout le hameau a été reconnecté à une station avec une filtration à roseau. D'accord. Donc, déjà, ça a été la première étape qu'on a mis en place et qui est opérationnelle depuis le mois de mai de cette année. Filtration à roseau, c'est-à-dire une filtration naturelle, Tout à fait. longue, que mettent en place aussi certaines collectivités, qu'ont mis en place certaines collectivités de plus en plus, voilà, à proximité des stations d'épuration. On voit ces carrés, ces rectangles de roseau. De roseau. C'est de l'épuration naturelle. Oui, tout à fait. Et puis une machinerie pour chauffer l'établissement. On chauffe au bois, D'accord. parce qu'on parle d'énergie en ce moment et de baisser, de faire attention à nos coûts par rapport à notre... Bois bûche, bois granulé. non, bois déchiqueté. Ah, d'accord. Bois déchiqueté, et par contre, qui est approvisionné, c'est des bois du village, quoi. Hein. C'est vraiment... c'est Bernard Aubel qui me ravitaille en local, qui est situé au Girmont et qui fait ce bois déchiqueté pour nous. D'accord, donc avec une chaudière spécifique, bois déchiqueté. Parce qu'il y a les chaudières bois bûche, les chaudières à bois granulé et les Appelé. chaudières bois déchiqueté, plaquettes. C'est encore un peu. Pardon, mais j'ai le sentiment que c'était plus pour les collectivités, mais non, on peut. C'est une machine qui est aussi installée dans les collectivités. C'est exactement d'accord. la même. Ah oui. Oui, forcément, parce que vous avez vu que ça alimente tout un hameau, c'est un peu costaud. C'est un peu costaud, oui. Ok. Christophe Aubertin, là forcément ça vous parle. Racontez-nous, vous nous avez raconté tout à l'heure au niveau du plancher, des murs et comment dirais-je? Ah pardon, La toiture. des éléments de toiture, ça y est, je vais y arriver. Au niveau du chauffage dans la maison qu'on a vue tout à l'heure en photo à Oui. Ban-sur-Meurthe-Clefcy, la grange à habiter, quel type de chauffage? Le chauffage, c'est un poêle à bûche de bois en position centrale et rien de plus. Donc c'est aussi une de nos approches, c'est de maximiser l'isolation, les apports solaires avec des vitrages bien placés et les volets qui vont avec pour se protéger. Et ensuite, une maison comme ça, on place un petit poêle à bois, à bûche, et on chauffe toute la maison. Alors pourquoi du bois bûche et pas du granulé? Pour avoir plus d'autonomie, moins de dépendance. Hein. On a vu récemment aussi les augmentations du prix des granulés. Qui continue. La bûche a un peu augmenté, mais la bûche, ça permet de rester dans un approvisionnement qui peut être très simple, peut-être même en autonomie. Hein. Certaines familles ou des gens du village peuvent fournir quelques bûches de bois. Donc là, c'est le cas et ça leur permet de chauffer la maison. Effectivement, même si on parle des granulés bois, matériaux naturels, etc., mais derrière, il y a une filière industrielle de production dont les Vosges, dont certains sites de production dans les Vosges font partie, mais voilà, il y a cette démarche aussi d'énergie utilisée pour fabriquer des granulés bois. L'enveloppe, donc, quelle est-elle? C'est uniquement des bottes de paille, quoi d'autre? Uniquement des bottes de paille, 36 cm de paille sur toutes les faces. Ouais. Des menuiseries bois triple vitrage qui viennent de la menuiserie Lecomte, qui est au lit et qui s'est fourni là avec des bois, et là j'en étais très content, qui sont des bois des Vosges, donc du pin des Vosges transformé à la scierie du Feymont qui est au Val d'Ajol. Et donc là on remet en place, et c'est intéressant parce que c'est dû aussi aux pénuries de matériaux. Les fenêtres bois dans les Vosges depuis 20 ans, c'est que du bois des pays de l'Est. Pour ne pas dire
du PVC, pardon. Ou du PVC, bien Très entendu, largement hein, du PVC du aujourd'hui. PVC, voilà. Et quand on était en bois, c'était du bois d'import des pays de l'Est. Et aujourd'hui, il y a les filières qui se remettent en place en production locale. Et ça, c'est très encourageant. Et donc là, j'étais content d'avoir ça sur cette maison. Avec des menuisiers qui refont de la menuiserie très élaborée, comme peut l'être évidemment un bloc fenêtre. Ah, bien entendu, c'est des menuiseries parfaites, triple vitrage, avec toutes les quincailleries modernes qui vont bien. Donc voilà. En termes d'énergie, il est aussi question dans cette maison à Ban-sur-Meurthe-Clefcy, donc je répète, la grange à habiter, de ventilation naturelle. Ça fait partie aussi de l'enveloppe et... De ventilation naturelle. Alors sur cette maison, on n'a pas mis en œuvre une ventilation naturelle, mais on a fait le choix de ne pas avoir non plus une ventilation double flux, qui est un peu une technologie qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les maisons passives. Ventilation mécanique, ventilation mécanique, voilà. Donc là, on est sur une petite ventilation mécanique, une petite VMC hygrobée qui vient juste tirer dans les pièces humides, dans les salles de bain et cuisine. Okay. Et ensuite, voilà, on a un renouvellement de l'air qui rentre par les fenêtres. C'est un sujet en débat. Ça c'est clairement des sujets aussi en termes de construction écologique entre des systèmes avec des technologies de ventilation contrôlée extrêmement fines et mécaniques, ou alors il y a des systèmes de ventilation naturelle qui arrivent de plus en plus, et ça nous intéresse aussi beaucoup. Avec énormément de recherches à mener voilà. là-dessus. J'ai envie de dire, on part de pas grand-chose. Quand on connaît le principe du puits canadien. Le puits canadien. Redétaillez-le nous. Le puits canadien, c'est un système qui préchauffe un air extérieur en le faisant circuler dans le sol sur 30 ou 40 mètres, donc dans une tuyauterie qui lui permet de se réchauffer avec la chaleur de la terre. Et quand il arrive dans la maison, si l'air était à 0 degré, il arrive déjà à 10 ou 15 degrés, et donc on a gagné énormément de calories. C'est encore exceptionnel, c'est très sporadique en termes d'installation aujourd'hui. Ouais, le puits canadien n'est pas encore généralisé, mais bon, ça va revenir de plus en plus. Et c'est là aussi où des solutions frugales et demandent de la création et demandent aussi un grand travail d'ingénierie. Ce n'est pas une vision passéiste ou une vision purement décroissante. D'accord. Et je tiens à dire qu'on a vraiment besoin de chercheurs, d'ingénieurs pour travailler sur ces solutions de nouveaux systèmes constructifs, par exemple la terre crue qui arrive en force et qui va demander beaucoup de travail, les solutions bois, des solutions de systèmes de climatisation, mais des systèmes naturels et simples. Et là, et si on se projette un petit peu sur le BTP de demain, il y a aussi la requalification des matériaux. Oui, la question du réemploi, c'est aussi une des filières qui émerge énormément aujourd'hui. Il y a de beaux exemples sur Épinal d'ailleurs. Et ça va être un vrai sujet, quoi, sur comment on réutilise des matériaux. Et peut-être aussi quand on construit du neuf, on se pose aujourd'hui la question de comment va vivre cette maison, modifiée dans ses usages, et un jour déconstruite, et comment on pourra tout valoriser. Et quand on est uniquement sur des matériaux bois, vissés, cloués, on peut tout valoriser, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de traitement, et donc ça peut être totalement revalorisé. Vous parlez des initiatives notamment sur Épinal, c'est l'association AMI qui notamment a lancé sa matériothèque qui a déjà été ouverte l'été dernier, et l'idée c'est de façon périodique, selon les chantiers de déconstruction qui sont d'ailleurs réalisés dans le cadre de personnes en insertion, avec des personnes en insertion, donc au lendemain de certains chantiers de déconstruction, ouvrir une matériothèque, voilà, quand il y a suffisamment de matériel à proposer au grand public. Et évidemment, au niveau du coût, notamment pour les particuliers, c'est super intéressant. Je vous propose, si vous voulez bien, de prendre la direction de Wécourt via un petit magnéto. On regarde l'extrait d'un reportage réalisé par Anaïs Gall et Denis Lequen sur des copropriétaires qui se sont mis ensemble pour s'installer dans ce qui était l'ancien château de Wécourt. Voilà, donc ici, ça serait à peu près l'appartement type qu'on voudrait pour chacun, avec un coin couchage, un espace à vivre de petite taille, puisqu'on a beaucoup de pièces communes, donc on n'a pas besoin d'avoir des gros espaces. C'est un bien vaste projet auquel s'attellent Bernard et ses compagnons de fortune. Depuis une semaine, ils sont désormais 12 copropriétaires de l'ancien château de Wécourt dans l'ouest vosgien.
un immense domaine de plus de 7 hectares qu'il souhaite transformer en habitat partagé. La société telle qu'elle est organisée nous déplaît par son aspect consumériste et on était en quête de sens, on voulait avoir une vie où on était actif déjà, où on était le plus autonome possible. Ici, on a trouvé un lieu où il y avait suffisamment de surface pour imaginer un tas de projets, plus qu'on aura le temps d'en faire, je pense. Si l'ancien château est aujourd'hui détruit, le bâtiment de l'orangerie était lui tout à fait habitable. C'est ici que seront installés les espaces communs. Mais pour que chacun bénéficie de ces quartiers à terme, les travaux sont encore nombreux. Réaménagement des combles et réhabilitation de l'ancienne fauconnerie notamment pour y recréer des appartements. Le groupe, réuni sous forme de société coopérative, a ainsi investi 600 000 € dans l'acquisition du domaine. L'écolieu ne se limitera donc pas à ses 12 occupants. La création d'une épicerie participative et d'un Repair Café d'abord permettront d'intégrer rapidement les gens du village qui le souhaitent. Des chantiers participatifs autour de la transition écologique permettront également de créer une émulation autour du projet. Bref, les idées ne manquent pas et la vie ici promet d'être animée. Si pour l'heure la moyenne d'âge se situe autour de la soixantaine, l'avenir est envisagé tout autrement. Avec le témoignage dans ce reportage d'un monsieur qui s'appelait Bernard Mulot, donc copropriétaire du château de Houécourt. Un projet qu'on va suivre bien évidemment et qui a dû vous parler, Laurent Grand-Girard. Là, on est dans l'aspect sobriété évidemment environnementale, sobriété écologique en termes d'énergie, etc. Mais aussi sobriété sociale, comme je disais en introduction, dans les relations. On est sur quelque chose de simple, pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Ça vous parle ? Oui, tout à fait. On a lancé, nous, le premier chantier participatif au mois de mai pour transformer une ancienne serre qui était sur le site, qui avait été construite par le grand-père de Antoine. Qu'on va peut-être voir en image d'ailleurs, parce qu'on voyait Oui, ce chantier participatif autour de la serre. Et donc, cette serre a été utilisée en tant que telle dans les années 60. Ouais. Et là, on a décidé de la transformer en serre aquaponique, donc avec une culture hors sol, des légumes. Et en fait, cette production, étant donné qu'on est sur Alors, des... pardon, je me permets, culture hors sol des légumes dont les nutriments sont amenés par les déjections de poissons. De poissons, Voilà. tout à fait. Dans l'eau dans laquelle baignent les racines des légumes ou pas, ça peut être juste à côté, quoi. Et par Oui, un tout à système fait. d'irrigation. D'irrigation, oui, tout à fait. L'aquaponie. Oui. Donc, ce chantier participatif a commencé au mois de mai. Ouais. Et la serre, on voit les images avec cette Ça, serre c'était au mois de juillet. au mois de juillet. Et oui, le temps passe tellement vite. Du coup, cette serre va être mise en place et terminée là au printemps et sera en activité. On espère avoir nos premiers pieds de salade au mois de mai. Ok, Voilà. affaire à suivre. Christophe Aubertin, l'exemple de Houécourt, l'exemple de cette serre d'aquaponie, petite évidemment, juste pour les habitants du hameau, forcément, ça vous parle. Ouais, oui, moi je trouve ça génial, vraiment exemplaire. Et je pense qu'il y a toute une créativité aussi à apporter sur, sur des programmes de vie, des manières d'utiliser des bâtiments, des édifices. Enfin, là, leur projet à Houécourt, ça permet notamment de rénover un patrimoine ensemble, De le conserver, de le pérenniser. de le pérenniser, de mieux exploiter des mètres carrés aussi. Je pense que sur sur l'idée d'avoir des petites cellules individuelles de taille modeste et ensuite d'avoir de la générosité sur les espaces de vie commune, enfin, c'est clairement plus, plus simple et plus généreux que d'avoir 10 maisons individuelles, 10 pavillons. Sauf que, voilà, on parle de sobriété, il y a aussi la sobriété psychologique. Mhm. On n'est plus chez soi, on est Mhm. chez nous. Oui, oui, ça demande aussi cette question de vie, de vie en communauté, hein, d'accepter cela, mais c'est aussi enthousiasmant tout ça. Et je pense que sur la manière de vieillir, ça ne peut être que bénéfique. Et sur l'entraide aussi, là, il y a des vrais sujets à faire. C'est certainement des beaux sujets des beaux projets à mener
pour une retraite. Moi, ça me parle carrément. Et ça parle aussi dans les écoles d'architecture, hein, parce que vous suivez l'actu. Mm. Vous savez, les étudiants, les futurs architectes, urbanistes demain, très sensibilisés à ça, forcément. Alors, sensibilisés, c'est pas le terme, parce qu'une sensibilisation, ça peut venir d'extérieur, mais de nature, ils sont Oui. sensibles à ça. Carrément. Sur la question du vieillissement, vous Mm. disiez. Et clairement, on parlait aussi tout à l'heure de la question de la ruralité, qui est un vrai sujet qui intéresse de plus en plus les étudiants. Je pense que là, on a une génération de jeunes archis qui arrivent, qui sont vraiment sensibles à la question de de la ruralité, de vivre en campagne. Et on va avoir de plus en plus d'intelligence et d'initiatives exemplaires dans les villages. Et les Vosges est un territoire parfait pour tout ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Les Vosges, justement, est mené sur notre département. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans nos reportages. Laurent Grand-Girard, vous en faites partie. Vous êtes associé à ce laboratoire de la ruralité, donc qui est porté par l'association des maires ruraux des Vosges, présidée par Michel Fournier, qui est aussi le président national des maires ruraux des Vosges, des maires ruraux de France. Et donc ce laboratoire de la ruralité dont fait partie la Vigot Lab, qu'ils observent ce que vous faites et vous êtes un petit peu partie prenante pour illustrer ces nouvelles initiatives et peut-être ces nouvelles façons d'habiter un territoire avec à l'esprit l'éco-responsabilité et la sobriété. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'y revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais vu tous les projets que vous avez, j'imagine que vous avez largement de quoi vous occuper. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.